À Chicago, le diable portait un costume 3 pièces et était assis dans la loge dorée du Lilies. Dante Corvo contrôlait la moitié des politiciens de l'État et terrifiait les autres. Personne ne le regardait dans les yeux et personne ne lui disait qu'il avait tort. Jusqu'à ce que Sienna, une serveuse qui n'avait rien à perdre, jette un œil à sa serviette. Elle y vit une erreur qui lui coûtait des millions. Un chiffre changeait tout. De serveuse à combattante pour sa survie, elle pensait simplement corriger une erreur mathématique. En réalité, elle signait un contrat avec son sang, échangeant son tablier contre une place à la table de la mafia. Sienna ajusta la sangle de son tablier, les pieds endoloris. Il était 1 heure du matin un mardi, mais la section VIP était en effervescence. Elle était invisible ici. C'était le but. Avec ses cheveux bruns tirés en arrière en un chignon sévère et les yeux rivés au sol, elle n'était qu'une paire de mains servant des verres en cristal de scotch. C'est comme ça qu'elle aimait ça. Être visible était dangereux. La table 4 a besoin d'un nouveau verre de Blue Label, le responsable de salle. Un homme en sueur nommé Rick lui siffla dessus alors qu'elle passait devant le bar. Et ne les regarde pas. Monsieur Corvo est de mauvaise humeur. Sienna sentit son estomac se nouer. Dante Corvo. Il n'était pas nécessaire de vivre longtemps à Chicago pour connaître ce nom. Les journaux le qualifiaient de mania du transport maritime. Dans la rue, on l'appelait le faucheur. Il était à la tête de la famille mafieuse Corvo, un homme qui avait pris le contrôle du milieu de la ville avec une efficacité brutale qui terrifiait même la police. Elle chargea son plateau. Ses mains étaient fermes. Elle l'était toujours, mais son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle franchit les cordes de velours et pénétra dans la lumière tamisée du salon VIP. Dante Corvo était assis dans la banquette centrale, flanqué de 2 hommes qui semblaient sculptés dans le granit. Mais Dante Luffy avait l'air différent. Il ne portait pas les vêtements tape à l'œil d'un gangster typique. Il portait un costume anthracite, sans cravate, le bouton du haut de sa chemise défait. Il était plus jeune que ne le laissaient entendre les rumeurs, peut-être au début de la trentaine, avec des traits aristocratiques, anguleux, et des yeux qui ressemblaient à de la glace brisée. Il ne buvait pas, il travaillait. Des papiers étaient étalés sur la table, parmi les verres intacts, un grand livre, un stylo à plumes et une lourde tablette. Il discutait avec un homme mince et nerveux, vêtu d'un costume gris, assis en face de lui. Le taux de change à Anvers fluctue, balbutia l'homme maigre. C'était Félix, le comptable de la famille Corvo. Si nous transférons les actifs via la société Écran à Zurich maintenant, nous perdons 6% sur la conversion Dante. C'est inévitable. Sienna s'approcha silencieusement de la table pour poser la bouteille de whisky fraîchement ouverte. Elle avait été formée pour être un fantôme. Dante ne leva pas les yeux. Il griffonnait des chiffres sur une serviette en papier, le front plissé. 6% sur 40 millions, ça fait 2,4 millions de dollars. Félix, tu es en train de me dire que je vais perdre 2 millions de dollars parce que tu ne sais pas anticiper le marché. Ce sont les frais de blanchiment et de conversion, insista Félix en transpirant. Le yen est en baisse, l'euro est en hausse. Ce ne sont que des chiffres, patron. Les maths ne mentent pas. Sienna posa la bouteille. Son regard se posa involontairement sur la serviette sur laquelle Dante écrivait, puis sur le grand livre ouvert que Félix gardait précieusement. Son cerveau fit ce qu'il faisait toujours. Il ne voyait pas de l'encre sur du papier. Il voyait des schémas. Il voyait des divergences. C'était une malédiction. Elle était née avec une capacité hyper concentrée à traiter les chiffres plus rapidement que la plupart des gens ne pouvaient lire une phrase. Elle s'arrêta. Elle aurait dû s'en aller. Elle aurait dû faire demi-tour, retourner au bar et toucher son salaire minimum, mais les chiffres lui criaient dessus. « Ce n'est pas le marché », murmura-t-elle. Le bruit dans le club sembla tomber à zéro. La main de Dante cessa de bouger. Le stylo plume resta suspendu au-dessus de la serviette. Lentement, de manière terrifiante, il leva la tête, les yeux rivés sur les siens. Ils étaient froids, intelligents et dépourvus de pitié. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Sa voix était grave, une voix de baryton qui vibrait à travers la table. Félix la regarda avec une panique évidente. « C'est juste une serveuse, Dante, ignore-la. Va-t'en, ma fille. » La bouche de Sienna était sèche, mais son esprit était toujours concentré sur l'équation. « Ce n'est pas le marché, dit-elle, la voix légèrement tremblante, mais gagnant en force. Il calcule la conversion sur la base du taux au comptant d'hier. Mais si tu fais passer la transaction par une obligation à double devise à Singapour avant d'arriver à Zurich, tu ne perds pas 6%. Tu gagnes 0,5% sur l'arbitrage. » Silence, un silence absolu et suffocant. L'un des gardes du corps bougea la main, se dirigeant vers sa veste.
Dante leva la main pour l'arrêter. Il ne cligna pas des yeux. Il se contenta de fixer Sienna, l'analysant comme si elle était une boîte à énigmes qu'il venait de trouver sur le trottoir. « Montrez-moi, » dit Dante. Il fit glisser la serviette et le lourd stylo-plume en Arverzel sur la table en acajou poli. « Dante, c'est ridicule, » commença Félix. « Tais-toi, Félix, » dit Dante doucement, sans jamais quitter Sienna des yeux. « Écrivez-le. » La main de Sienna tremblait lorsqu'elle prit le stylo. Il était chaud au toucher. Elle se pencha sur la table, ignorant l'odeur de poudre à canon et d'eau de Cologne coûteuse qui émanait de lui. Elle barra le calcul de Félix. « Ici, » écrivit-elle rapidement, d'une écriture irrégulière. Félix applique des frais de blanchiment standard de 4,5% sur le montant brut. Mais si vous structurez cela comme un remboursement de prêt de la Singapore Shell Company, les frais tombent à 1,2% car ils sont exonérés d'impôts dans cette juridiction, puis vous utilisez la fluctuation monétaire pour couvrir la différence. Elle fit le calcul en 3 secondes. Elle encercla le chiffre final. « Vous ne perdez pas 2,4 millions, dit-elle en se redressant et en refermant le stylo. « Vous économisez 300 000, ajouta-t-elle en posant le stylo. Le visage de Félix avait pris la couleur du lait tourné. Il saisit la serviette, la fixa du regard, les lèvres remuant silencieusement. Dante regarda la serviette, puis il regarda Félix. Enfin, il regarda à nouveau Sienna. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Sienna » murmura-t-elle. « Sienna. » Il savoura ce nom. « Laissez la bouteille. Allez dans la cuisine. »« Attendez-y. Monsieur, j'ai des tables. »« Vous n'avez plus de table, » dit Dante en reportant son attention sur Félix, sa voix prenant un ton terriblement désinvolte. « Allez dans la cuisine. Si vous quittez le bâtiment, Silas trouvera Brice, et Silas n'aime pas courir. » Sienna recula, le cœur battant si fort qu'elle crut s'évanouir. Alors qu'elle tournait au coin vers le couloir de service, elle jeta un coup d'œil en arrière. Dante était debout. Il avait attrapé Félix par la nuque et lui murmurait quelque chose à l'oreille. Félix avait l'air d'un homme qui savait qu'il allait mourir. Sienna courut vers la cuisine, serrant son plateau contre sa poitrine, réalisant qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Elle n'avait pas seulement corrigé une erreur mathématique, elle avait démasqué un voleur. La cuisine était chaotique, remplie des cris des cuisiniers et du cliquetis des casseroles. Mais Sienna se tenait dans un coin près du congélateur, tremblante. 10 minutes. C'était le temps qu'elle avait attendu. Chaque fois que les portes battantes s'ouvraient, elle sursautait. Elle songea à s'enfuir. La sortie arrière se trouvait juste derrière le bac à vaisselle. Elle pouvait laisser tomber son tablier, courir dans la ruelle et disparaître dans la nuit de Chicago. Elle pouvait changer de nom à nouveau, déménager à Detroit ou à Cleveland. Mais la menace de Dante planait dans l'air. Silas n'aime pas fuir. Les portes s'ouvrirent. Ce n'était pas Silas. C'était le responsable de salle, Rick, pâle et terrifié. « Sienna » articula-t-il difficilement. « Monsieur Corvo vous demande à l'étage, dans son bureau. » Les autres membres du personnel interrompirent leur travail. Ils la regardèrent avec un mélange de pitié et de curiosité. Aller au bureau n'était pas une promotion. C'était généralement là que les gens se rendaient avant de disparaître. Sienna acquiesça, ravalant la bile qui lui montait à la gorge. Elle lissa sa jupe et suivit Rick. Ils contournèrent la section VIP et se dirigèrent vers un ascenseur privé caché derrière une lourde tapisserie. Rick passa une carte magnétique. Les portes s'ouvrirent et il lui fit signe d'entrer seul. Il évita son regard. Le trajet en ascenseur fut fluide et silencieux. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle n'était plus dans un club. Elle entra dans un vaste bureau moderne qui surplombait les toits de la ville. Les baies vitrées du sol au plafond révélaient la grille scintillante de Chicago. La pièce était froide, minimaliste, meublée de cuir noir et de chrome. Dante Corvo se tenait près de la fenêtre, regardant la ville. Il tenait un verre rempli d'un liquide ambré dans une main. Dans le coin de la pièce, Silas, l'imposant garde du corps du rez-de-chaussée, se tenait les bras croisés. Et au centre de la pièce, sur un élégant bureau en verre, se trouvait la serviette sur laquelle elle avait écrit. « Asseyez-vous » dit Dante sans se retourner. Sienna se dirigea vers le fauteuil en cuir en face du bureau et s'assit. Elle garda le dos droit. Elle avait appris depuis longtemps que montrer sa peur aux prédateurs ne faisait que déclencher leur instinct de morsure. Dante se retourna. Il but une gorgée de son verre et marcha vers elle. L'atmosphère dans la pièce était lourde et tendue. « Qui vous envoie » demanda-t-il. Sienna cligna des yeux. « Quoi » ? « Les fédéraux, la famille Moretti. » Dante s'appuya contre le bord du bureau, la dominant de toute sa hauteur. Une serveuse qui comprend le droit fiscal international et l'arbitrage monétaire.
En quelques secondes, je n'y crois pas. Je ne suis pas une espionne, dit Sienna, d'une voix ferme. Je suis juste doué avec les chiffres. Doué avec les chiffres? Répéta Dante d'un ton moqueur. Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un pistolet noir élégant. Sienna retint son souffle. Il ne le pointa pas vers elle. Il le posa sur le bureau avec un bruit sec, juste à côté de la serviette. Puis il sortit une épaisse pile de documents financiers d'un tiroir et les jeta sur le pistolet. « Félix travaille avec moi depuis 5 ans, dit Dante calmement. Ce soir, grâce à vous, j'ai découvert que Félix détournait une partie de mes taux de change depuis 18 mois. Il pensait que j'étais trop occupé par la guerre des territoires pour remarquer les décimales. » Sienna ne dit rien. Elle savait ce qui arrivait aux gens qui volaient des hommes comme Dante. « Félix est actuellement relevé de ses fonctions, dit Dante, une lueur sombre dans les yeux, ce qui me laisse avec un poste vacant et un problème. » Il tapota la pile de papier. « Ce sont les registres comptables de 3 de mes entreprises de façade, une société de gestion des déchets de construction et une entreprise de transport maritime. Ils sont en désordre. Le fisc me colle au basque et une famille rivale tente de saper ma logistique. » Il se pencha vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. Elle pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux bleus glaciers. « Tu as 1 heure, dit-il. Parcours ces documents, trouve les fuites, remets de l'ordre dans ce désordre. Si tu me prouves que tu n'es qu'une serveuse géniale et non une taupe, tu sortiras d'ici avec un emploi qui te rapportera plus en 1 semaine que ce que tu gagnes en 1 an. Et si je n'y arrive pas, demanda Sienna d'une voix à peine audible. Dante prit le pistolet, vérifia la sécurité et le remit dans sa poche. Alors Silas t'emmènera faire un tour. Et comme je te l'ai dit, Silas n'aime pas courir. Il se retourna et se dirigea vers la porte. 1 heure. Sienna, ne me déçois pas. La porte se referma dans un clic et se verrouilla automatiquement. Sienna était seule. Elle regarda l'énorme pile de papier. Elle regarda la vue sur la ville dont elle ne pouvait s'échapper. Elle ne paniqua pas. La panique était inefficace. La panique était une variable qu'elle ne pouvait se permettre. Elle tendit la main vers les papiers. Elle ouvrit le premier registre. Ses yeux parcoururent les colonnes des recettes et des dépenses. Matériaux de construction surfacturés de 20%. Fournisseur A, une société écran liée à elle attrapa un stylo sur le bureau. Le monde s'effaça. La peur s'estompa, remplacée par la vérité absolue et réconfortante des mathématiques. Les chiffres ne mentent pas. Les hommes mentent. Les chiffres n'attendent qu'à être découverts. Elle travailla fébrilement. Son esprit était un superordinateur qui croisait les dates, identifiant les anomalies récurrentes. Elle découvrit des employés fantômes. Elle découvrit des systèmes de double facturation. Elle découvrit une piste financière qui ne menait pas seulement à Félix. Elle menait à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus important. Exactement 59 minutes plus tard, la porte sonna et s'ouvrit. Dante entra. Il avait retiré sa veste. Ses manches étaient retroussées, révélant des tatouages sur ses avant-bras. Des motifs complexes à l'encre noire qui ressemblaient à des vignes ou à des épines. « Le temps est écoulé, dit-il. » Sienna ne leva pas immédiatement les yeux. Elle encercla un dernier chiffre à l'encre rouge. Elle ferma le grand livre et expira. « Eh bien, demanda Dante. « Vous avez 3 problèmes, dit Sienna en se levant. Elle ressentit une étrange montée d'adrénaline. C'était son domaine désormais. Premièrement, Félix ne travaillait pas seul. Les pousses de vin versées par l'entreprise de construction sont versées sur un compte au nom de J. Vane. Deuxièmement, vous payez des taxes foncières sur 3 entrepôts qui ont été démolis il y a 2 ans. Cela représente 100 000 $ gaspillés chaque année. » Dante haussa un sourcil. Il semblait impressionné malgré lui. Et le troisième, Sienna hésita. C'était la partie dangereuse. « Le troisième problème, dit-elle en le regardant dans les yeux, c'est que votre logistique d'expédition vous coûte cher parce que vous utilisez un itinéraire linéaire pour vos importations. Si vous passez à un modèle en étoile utilisant le port de Newark au lieu de celui de Miami, vous réduirez vos coûts de carburant de 12% et éviterez les tarifs syndicaux qui grèvent votre marge bénéficiaire. » Dante la fixa du regard. Le silence s'éternisa plus longtemps qu'auparavant. Il contourna le bureau et s'arrêta juste devant elle. Il tendit la main et pendant 1 seconde, elle crut qu'il allait la frapper. Au lieu de cela, il prit le registre qu'elle avait corrigé. Il regarda l'encre rouge. « J. Vane », marmonna-t-il, la mâchoire serrée. Un éclair de colère authentique traversa son visage, rapidement masqué. « Jimmy Vane, mon capot. » Il leva les yeux vers elle. Son regard avait changé. Ce n'était plus seulement un regard froid et critique. C'était de la faim. Pas sexuel, cependant. La tension était là,
mais c'était la fin d'un roi qui venait de trouver une arme dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Tu as trouvé en 1 heure ce que mon équipe n'a pas réussi à trouver en 1 an, dit Dante doucement. Je te l'avais dit, répondit Sienna. Je suis doué avec les chiffres. Vous êtes embauché, dit Dante. Je n'ai pas postulé. Vous n'avez pas le choix, répondit-il. Il retourna s'asseoir sur sa chaise et la fit pivoter pour lui faire face. Vous en savez trop maintenant. Vous savez pour Félix. Vous savez pour Jimmy Vane. Vous savez pour les sociétés écrans. Il ouvrit un tiroir et jeta une grosse liasse de billets sur le bureau. Elle était attachée avec des élastiques. 10 000 $. Il dit, c'est ta prime à la signature. Ton salaire est de 5 000 $ par semaine. Tu vivras dans la suite penthouse de l'Omni. Jusqu'à nouvel ordre, cela sera ton ombre. Je ne peux pas, protesta Sienna, bien que ses yeux fussent attirés par l'argent. C'était plus qu'elle n'en avait jamais vu. J'ai une vie. Tu n'as rien. Dante l'interrompit. Il savait qu'il avait probablement vérifié ses antécédents au cours de la dernière heure. Pas de famille, pas de bail, juste un appartement minable dans le sud de la ville et une pile de dettes étudiantes pour un diplôme que tu n'as jamais terminé. Il se leva à nouveau, se dirigeant vers la fenêtre. Tu appartiens à la famille de Corvo maintenant, Sienna. Tu n'es plus serveuse, tu es la gardienne des livres. Il tourna la tête, un sourire fantomatique jouant sur ses lèvres. Bienvenue dans la jungle. Sienna regarda l'argent, puis la porte, puis Dante. Elle réalisa qu'il avait raison. Elle avait franchi le miroir. Si je fais ça, dit-elle d'une voix ferme, si je règle vos comptes, je veux une chose. Dante eut l'air intrigué. Dites-moi, si je trouve les rats, dit-elle, je veux l'immunité. Peu importe ce que je trouve, peu importe le nom qui figure dans le registre, vous ne tuerez pas le messager. Dante l'étudia. Il vit la force qui l'animait. Il acquiesça lentement. D'accord, vous avez ma parole. Sienna prit l'argent. Il lui semblait lourd. Il lui semblait être une chaîne. Alors, nous avons un accord, Monsieur Corvo. Dante, corrigea-t-il. Appelez-moi Dante. À ce moment-là, Sienna ne se rendait pas compte qu'en arrangeant ses comptes, elle venait de calculer la probabilité de sa propre mort, et celle-ci augmentait de seconde en seconde. Le penthouse de l'Omni n'était pas une chambre. C'était une forteresse recouverte de velours. 3 jours. C'était depuis combien de temps Sienna vivait dans ce qui ressemblait à une cage très coûteuse. Les fenêtres étaient blindées. L'ascenseur nécessitait un scan rétinien. Et Silas, le garde du corps silencieux et imposant, était assis dans le salon 24 heures sur 24, regardant ESPN sans le son, un pistolet posé sur la table basse à côté d'un bol de bonbons à la menthe. Sienna n'avait pas dormi, pas vraiment. Elle passait ses nuits entourée de boîtes contenant des documents financiers que Dante avait fait livrer dans la suite. Ce n'étaient plus seulement des chiffres, c'était un récit. Elle voyait l'histoire de la famille Corvo écrite à l'encre rouge et à l'encre noire. Elle voyait les pots de vin versés aux membres du conseil municipal sous couvert de frais de consultation. Elle voyait les livraisons d'armes étiquetées comme des pièces de machinerie lourde. Et elle voyait la pourriture. C'était pire qu'elle ne le pensait. Jimmy Vane ne se contentait pas de détourner de l'argent. Il en perdait des tonnes. « Tu fixes cette page comme si elle avait insulté ta mère », dit une voix. Sienna sursauta et fit tomber son stylo par terre. Dante se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Il portait une chemise noire, les manches retroussées et avait l'air fatigué. Il y avait une tache sombre sur son poignet, peut-être du sang séché. Elle décida de ne pas poser de questions. « J'ai trouvé quelque chose », dit Sienna, la voix rauque à force de ne pas parler. Elle se leva, les jambes raides. C'est à propos des contrats de gestion des déchets dans le sud. Dante entra dans la pièce. L'atmosphère changea lorsqu'il s'approcha. Il dégageait une force gravitationnelle impossible à ignorer. Il s'arrêta devant le bureau et regarda ses notes méticuleuses. « Dis-moi, ordonna-t-il doucement. Jimmy Vane ne se contente pas de voler de l'argent, expliqua Sienna en montrant une colonne de chiffres. Il surévalue le poids des camions poubelles de 40%. La ville paie à la tonne. Il facture à la ville des déchets fantômes, mais l'argent ne va pas dans les comptes Corvo. Il est détourné vers une société écran au Caïman appelée Titan Holdings. Dante plissa les yeux. Titan Holdings. Je ne possède pas Titan Holdings. Je sais, dit Sienna doucement. J'ai vérifié. C'est une société holding pour une agence immobilière appartenant à la famille Moretti. La température dans la pièce sembla baisser de 10 degrés Celsius. Dante resta immobile. Tu es en train de me dire que mon corpo détourne mon argent au profit de mon ennemi? Les chiffres le confirment, murmura Sienna. La probabilité qu'il s'agisse d'une erreur administrative est inférieure à 0,01%.
Dante n'explosa pas. Il ne cria pas. Il se contenta d'acquiescer d'un mouvement terriblement calme. Il tendit la main et repoussa une mèche de cheveux derrière l'oreille de Sienna. Ses doigts effleurèrent sa mâchoire. Sa peau rugueuse et chaude. « Tu es dangereuse, Sienna, » murmura-t-il, son pouce traçant le contour de sa pommette. « La plupart des gens ont besoin d'une arme pour me faire du mal. Toi, tu n'as besoin que d'une calculatrice. » Pendant un instant, elle en oublia de respirer. Sa proximité était bouleversante. Il sentait la pluie et l'acier froid. Il y avait entre eux une tension qui couvait depuis cette première nuit dans le club. Une reconnaissance entre deux prédateurs. L'un physique, l'autre intellectuel. « Je fais juste le travail pour lequel tu m'as payé, » parvint-elle à dire. « Et tu le fais bien, dit-il, ses yeux se posant sur ses lèvres pendant une fraction de seconde avant de revenir vers ses yeux. « Habille-toi. » Quelque chose de formel. Sienna cligna des yeux, rompant le charme. « Quoi? Pourquoi? » « Parce que Jimmy Vane vient dîner ce soir, » dit Dante en s'éloignant et en boutonnant ses poignets. « Et j'ai besoin que tu sois là pour le voir me mentir en face. »« Dante, je ne peux pas, » paniqua-t-elle. « Je suis la comptable. Je ne fais pas partie de l'équipe. Tu vis dans ma maison. Tu connais mes secrets. Tu fais partie de l'équipe, » dit Dante d'une voix plus ferme. « De plus, si Jimmy apprend que tu as découvert la fuite, tu seras plus en sécurité à mes côtés qu'ailleurs. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Porte la robe noire que je t'ai envoyée. La rouge attire trop l'attention. » 2 heures plus tard, Sienna se tenait devant le miroir en pied, se reconnaissant à peine. La robe était noire, alignée suppliquante et prédatrice. Elle épousait chaque courbe avec un col haut, mais un dos dangereusement plongeant. Ses cheveux étaient relevés, exposant la nuque vulnérable. Elle ressemblait à une femme de mafieux. Elle se sentait comme une imposteur. Le dîner avait lieu dans la salle à manger privée du Lair, le restaurant le plus exclusif du Loop. La table était dressée pour 6, mais l'atmosphère était lourde d'une violence tacite. Dante était assis en bout de table. Sienna était assise à sa droite. En face d'eux se trouvait Jimmy Vane. Jimmy contrastait fortement avec Dante. Alors que Dante était anguleux et menaçant, Jimmy était bruyant, large et tape à l'œil. Il portait une bague en diamant au petit doigt et un costume qui coûtait plus cher qu'une voiture, mais qui lui donnait quand même l'air bon marché. « Alors, Dante, » dit Jimmy en faisant tourner son vin, « j'ai entendu dire qu'on avait de nouvelles comptables. »« C'est cette fille, » dit Jimmy en regardant Sienna. Ce n'était pas d'un regard d'appréciation, c'était un regard d'évaluation. Il cherchait une faiblesse. « Sienna supervise l'audit, » dit Dante calmement en coupant son steak. Elle a trouvé des divergences intéressantes dans les registres de transport des déchets sanitaires. Jimmy ne broncha pas, mais la fourchette dans sa main s'arrêta une microseconde. Sienna le vit. Dante le vit. « Les registres sont désordonnés, » dit Jimmy en haussant les épaules et en prenant une bouchée. « Les chauffeurs sont paresseux. Ils gonflent les chiffres. Ça arrive. Ça arrive à hauteur de 2 millions de dollars par trimestre. » Sienna prit la parole. La table se tut. Jimmy cessa de mâcher. Il tourna lentement la tête pour la regarder. Ses yeux étaient morts comme ceux d'un requin. « Tu as beaucoup à dire pour une serveuse. » Jimmy ricana. « Dante, tu laisses maintenant le personnel parler à table. »« Ce n'est pas du personnel, Jimmy, » dit Dante, sa voix prenant un ton menaçant. « C'est la directrice financière. » Jimmy éclata d'un rire rauque. « Directrice financière? C'est une gamine. Elle ne connaît pas la rue. Elle regarde des papiers. Je suis dehors dans le froid pour m'assurer que les camions roulent, que les syndicats ne font pas grève. Et elle va me parler de chiffres. » Jimmy se pencha en avant, fixant Sienna du regard. « Laisse-moi te dire une chose, ma chérie. Les chiffres ne saignent pas. Les gens, oui. Si tu continues à fourrer ton nez là où tu n'as rien à faire, tu t'en rendras compte. » C'était une menace directe. Les mains de Sienna tremblaient sur ses genoux, mais elle se força à soutenir son regard. « Les chiffres ne mentent pas, Monsieur Vane, » dit-elle d'une voix ferme. « Mais vous, oui. » Jimmy frappa du poing sur la table, faisant vibrer les couverts. Il se leva, le visage rouge de colère. « Je n'ai pas à supporter ce manque de respect. Je suis avec cette famille depuis que votre père dirigeait le quartier Dante, et vous faites venir une étrangère pour vérifier mes calculs. » Dante ne se leva pas. Il ne leva même pas les yeux de son assiette. Il tendit simplement la main et la posa sur celle de Sienna, qui tremblait sur la table. Sa prise était ferme, la stabilisant. « Assieds-toi, Jimmy. » Dante dit « Non, j'en ai fini. » Jimmy cria « Tu veux lui faire confiance? » « Très bien, mais ne vienne pas te plaindre quand les morettes te mangeront tout cru parce que tu étais trop occupé à jouer à la dinette avec une calculatrice. » Jimmy sortit en trombe de la salle privée,
Les lourdes portes en chêne claquèrent derrière lui. Le silence qui suivit était assourdissant. Sienna expira, sans s'être rendu compte qu'elle retenait son souffle. Elle regarda Dante. Il tenait toujours sa main. « Il va chez les Morettes », murmura-t-elle. « Ce soir, je l'ai vu dans ses yeux. Il sait que nous savons. »« Je sais », dit Dante. Il la regarda enfin, et l'intensité de son regard la fit frissonner. « Il est un homme mort depuis que tu as trouvé ce registre, mais j'avais besoin qu'il panique. Un homme paniqué commet des erreurs. Tu m'as utilisé comme appât, réalisa Sienna en retirant sa main. Je t'ai utilisé comme une arme, corrigea Dante. Il y a une différence, il fit signe au serveur. Emballez la nourriture, dit Dante. Nous partons. Le jeu a commencé. Le trajet de retour vers l'appartement terrasse se fit en silence. Les lumières de la ville défilèrent, floues, derrière les vitres teintées du SUV. Sienna s'assit aussi loin de Dante que le permettait le siège en cuir. Elle était en colère. Elle était terrifiée, mais surtout, elle était exaltée. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas en retrait. Elle était au centre du jeu. « Nous avons un problème », dit Silas depuis le siège avant, en tapotant son oreillette. Jimmy n'est pas rentré chez lui. Son traceur GPS s'est éteint près des docks. Dante jura entre ses dents. « Il va rencontrer Luca Moretti. »« Ce soir ?» demanda Sienna. « Ce soir », confirma Dante. « Il doit se débarrasser des informations avant que je ne le fasse liquider. S'il donne à Moretti les codes de nos comptes offshore, nous perdons tout. Pas seulement l'argent, mais aussi notre influence sur les juges, la paie de la police, tout. » Dante regarda Sienna. Son masque impassible se fissura un instant, laissant entrevoir une lueur de désespoir. « Les codes, dit-il. Ils sont cryptés avec un algorithme rotatif basé sur la suite de Fibonacci, n'est-ce pas? C'est ce qu'utilisait Félix. »« Oui, répondit Sienna. Mais Félix était paresseux. Il utilisait un nombre de départ statique. « Tu peux le changer ?» demanda Dante à distance avant que Jimmy ne remette les clés. L'esprit de Sienna tournait à toute vitesse. « J'ai besoin d'un terminal sécurisé et de la clé principale, qui se trouve probablement sur un disque physique. La clé principale est dans la salle des serveurs. Dante dit qu'elle se trouve dans l'entrepôt de la 4e rue. « L'entrepôt que Jimmy gère ?» demanda Sienna. « Exactement. » Dante tapota la vitre de la cloison. « Silas, changement de plan. Va à l'entrepôt, 4th Street. »« Patron, c'est du suicide, » grogna Silas. « Si Jimmy est là, il aura une équipe. Si nous n'y allons pas, la famille est morte de toute façon, » dit Dante. Il regarda Sienna. « Tu restes dans la voiture. »« Non, » dit Sienna. Dante la regarda, surpris. « Si je veux changer le cryptage, je dois être au terminal, » dit-elle d'une voix tremblante mais résolue. « Tu ne peux pas le faire. Tu ne connais pas la syntaxe. Si je reste dans la voiture, tu perds. » Dante la fixa longuement. Il vit la peur dans ses yeux, mais il vit aussi sa détermination. Il fouilla dans sa veste et en sortit un petit pistolet, un revolver à canon court. « Tu sais t'en servir? »« Non. »« Vise et tire, » dit Dante en la plaçant dans sa main. Elle était lourde, froide. « N'hésite pas. Si ce n'est pas moi ou Silas, tu tires. » L'entrepôt de la 4e rue était une structure caverneuse faite d'acier ondulé et d'ombre. La pluie avait commencé à tomber, tambourinant rythmiquement sur le toit. Silas coupa le moteur à un pâté de maisons de là. Ils continuèrent à pied, restant dans l'obscurité. Sienna suivit Dante, serrant le revolver si fort que ses jointures blanchirent. Ils se glissèrent par une porte latérale que Silas crocheta en moins de 10 secondes. À l'intérieur, l'entrepôt sentait le diesel et la poussière. Il était rempli de conteneurs empilés sur 3 niveaux. « La salle des serveurs est dans le bureau au 2e étage, » murmura Dante en désignant une cabine vitrée surplombant l'étage. Ils avancèrent dans le labyrinthe de conteneurs. Soudain, des projecteurs puissants s'allumèrent dans un vrombissement assourdissant. Sienna se protégea les yeux. « Tiens, tiens !» La voix de Jimmy Bain résonna depuis la passerelle au-dessus. « Je savais que tu étais arrogant, Dante. Mais je ne pensais pas que tu étais stupide. » Dante poussa Sienna derrière une pile de caisses juste au moment où le premier coup de feu retentit. La balle ricocha sur le béton à quelques centimètres de son pied. « Silas, couvre-moi !» rugit Dante en sortant son arme. Le chaos éclata. Silas ouvrit le feu avec une mitraillette, forçant les tireurs sur la passerelle à se baisser. Dante attrapa le bras de Sienna. « Montez les escaliers, vas-y !» Sienna sprinta. Ses talons claquaient sur le béton. Un rythme saccadé de panique. Les balles sifflaient dans les airs, ressemblant à des frelons en colère. Elle atteignit les escaliers métalliques et grimpa à toute vitesse, le souffle court, les poumons en feu.
Elle ouvrit la porte du bureau d'un coup de pied. La pièce était vide. Une rangée de serveurs ronronnait dans un coin. Un seul ordinateur trônait sur un bureau. Sienna se jeta sur la chaise. L'écran était verrouillé. Mot de passe. Elle tapa la date de naissance de Félix. Incorrect. Elle tapa la date de fondation de la famille. Incorrect. Allez, réfléchis, se cria-t-elle à elle-même. À travers la vitre, elle pouvait voir Dante en bas, coincé derrière un chariot élévateur. Il ripostait, mais il était en infériorité numérique. Jimmy Vane était sur la passerelle, en train de viser avec un fusil. Sienna regarda le post-it sur le moniteur. Il comportait une série de chiffres. 4, 8, 1, 5, 1, 6. C'était trop simple. Mais Félix était un homme simple. Elle le saisit. Accès accordé. Ses doigts volaient sur le clavier. Elle ne se contentait pas de taper. Elle composait une symphonie de défense. Elle accéda au compte offshore. Elle lança le protocole de verrouillage. Entrait une nouvelle clé de démarrage. Elle avait besoin d'un nombre. Quelque chose d'aléatoire. Quelque chose que personne ne devinerait. Elle baissa les yeux vers le sol de l'entrepôt. Dante bougeait, sortant de sa couverture pour détourner les tirs de son bureau. Il s'exposait pour la sauver. Elle tapa l'heure à laquelle elle l'avait rencontré pour la première fois. 0114. Réinitialisation du cryptage à 10%. La vitre du bureau vola en éclats. Sienna hurla et se réfugia sous le bureau alors que des éclats de verre pleuvaient sur elle. Jimmy Vane enfonça la porte d'un coup de pied. Il saignait d'une égratignure à la joue et avait l'air fou. « Petite sorcière », rugit-il en levant son arme. Sienna chercha à tâtons le revolver que Dante lui avait donné. Ses mains étaient moites de sueur. « Cryptage à 40%. Éloigne-toi de l'ordinateur », hurla Jimmy en visant sa tête. « C'est trop tard, Jimmy », répondit-elle d'une voix cassée. « Les comptes sont verrouillés. Tu ne peux rien donner à Moretti. »« Alors je lui donnerai ta tête », grogna Jimmy. Il appuya sur la gâchette. Clic. Jimmy fronça les sourcils. Il regarda son arme. Il était enrayé. Dans cette fraction de seconde de probabilité divine, Sienna leva le revolver à canon court. Elle ne visa pas. Elle le pointa simplement vers le centre de son corps. Comme Dante l'avait dit, « vise et tire ». Elle appuya sur la détente. Le recul lui brisa presque le poignet. Le pistolet retentit comme un canon dans la petite pièce. Sienna laissa tomber l'arme. Elle tremblait si fort que ses dents claquaient. Cryptage terminé. Compte sécurisé. Le silence s'installa dans l'entrepôt. Les coupes de feu avaient cessé. Sienna, la voix de Dante, elle était affolée. Il fit irruption dans la pièce, arme à la main. Il vit Jimmy sur le sol. Il vit Sienna recroquevillée sous le bureau. Il lâcha son arme et se précipita vers elle, tombant à genoux. Il saisit son visage, les mains couvertes de crasse. « Tu es touché? Il t'a fait mal? Je lui ai tiré dessus, murmura-t-elle, les yeux écarquillés de stupeur. J'ai fait le calcul. Son arme s'est enrayée. Il n'y avait qu'une chance sur 1000. Dante regarda le corps de Jimmy, puis la regarda à nouveau. Il la serra contre sa poitrine, enfouissant son visage dans son cou. Il la serrait si fort que cela lui faisait mal, mais elle ne se dégagea pas. Elle agrippa sa chemise, s'ancrant à lui. « Tu nous as sauvés », murmura Dante contre sa peau. « Tu as sauvé la famille. » Il s'écarta, la regardant avec une intensité brute qu'elle n'avait jamais vue auparavant. L'adrénaline s'estompait, remplacée par quelque chose de plus chaud, de plus vif. « Je te l'avais dit », dit-il d'une voix rauque. « Tu n'es pas une serveuse, tu es une reine. » Et puis, pour la première fois, Dante Corvo l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre, c'était un baiser désespéré qui avait le goût de la poudre à canon et de la survie. C'était le sceau d'un contrat qui ne pouvait être rompu. Mais alors qu'ils s'embrassaient, un bruit retentit au loin. La police arrivait et, dans l'ombre de l'entrepôt, une lumière rouge clignotait sur une caméra installée dans un coin. Quelqu'un avait observé la scène. Quelqu'un avait filmé Sienna en train de tuer Jimmy Vane. La donne avait encore changé. Sienna n'était plus seulement un atout, elle était désormais une meurtrière. Les sirènes résonnaient dans l'air, s'abattant sur les murs d'acier de l'entrepôt. « Nous avons 2 minutes », Silas aboya, apparaissant dans l'embrasure de la porte du bureau. Il ne regarda pas le corps de Jimmy. Il regarda Dante. La sortie arrière est libre, mais le périmètre se referme. Dante aida Sienna à se relever. Elle était molle, les yeux fixés sur l'homme qu'elle venait de tuer. Le pistolet glissa de ses doigts et heurta le sol avec un bruit sourd. « Laisse-le », dit Dante d'une voix dure, mais ses mains étaient douces lorsqu'il l'éloigna. Silas s'essuya la crosse. « Allons-y ». Ils descendirent les escaliers de service comme des fantômes, traversèrent le quai de chargement et montèrent dans le SUV noir qui les attendait.
La pluie s'était transformée en déluge, emportant les péchés de la ville, ou peut-être les enfonçant simplement plus profondément dans les égouts. Sienna était assise à l'arrière, tremblant violemment. Ce n'était pas le froid, c'était le choc. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait la tache rouge sur la poitrine de Jimmy. Elle voyait la surprise dans ses yeux, Sienna. La voix de Dante traversa le brouillard dans sa tête. Il était assis à côté d'elle, sans la toucher, mais sa présence remplissait la voiture. Il avait versé un verre de whisky à partir de la carafe de la voiture. « Bois », ordonna-t-il. Elle le prit, ses mains tremblant si fort que le liquide ambré éclaboussa son poignet. Elle le but d'un trait. Ça brûlait. La brûlure était bonne. Elle semblait réelle. « Je l'ai tué », murmura-t-elle. « Tu as équilibré l'équation », dit Dante fermement. « Il allait te tuer. Il allait me tuer. Tu n'as pas commis de meurtre, Sienna. Tu as exécuté une soustraction nécessaire. Ça ne ressemble pas à des maths. » Elle étouffa ses sanglots qui finiront par jaillir. « J'ai l'impression d'être vide. » Dante tendit de la main, puis la tira vers lui jusqu'à ce qu'elle soit pressée contre son flanc. Il passa son bras autour d'elle, sa veste de costume frottant contre ses épaules nues. Il sentait la pluie et la poudre à canon, la même odeur qui imprégnait désormais sa peau. « Je sais, dit-il, sa voix grondant à son oreille. La première fois, ça vous arrache un morceau de votre âme. Vous ne le récupérez jamais. Mais vous comblez le vide avec d'autres choses. La loyauté, le pouvoir, la survie. » La voiture ne se dirigea pas vers le penthouse. Elle quitta la ville à toute vitesse et prit l'autoroute en direction du nord. « Où allons-nous » demanda-t-elle, sa voix étouffée contre sa poitrine. « Dans une planque » répondit Silus depuis le siège avant. « Le penthouse est compromis. Si Jimmy avait un plan de secours, les fédéraux fouilleront ton appartement avant le lever du soleil. » Ils roulèrent pendant 1 heure dans les bois denses de Lake Forest. La planque n'était pas une cabane. C'était un vaste domaine moderniste fait de verre et de pierre, caché derrière de hauts murs et de vieux chênes. À l'intérieur, tout était calme, trop calme. Dante la conduisit dans une immense salle de bain principale. Il ouvrit le robinet de la douche et la vapeur envahit instantanément la pièce. « Lave-toi, dit-il. » Il ne parlait pas de la saleté. « Je t'attends dehors. » Sienna entra dans l'eau chaude, toujours vêtue de sa nuisette. Elle se frotta la peau jusqu'à ce qu'elle rougisse. Elle se frotta les mains jusqu'à ce qu'elle lui fasse mal. Elle regarda l'eau tourbillonner dans le siphon, imaginant qu'elle était rose de sang. Quand elle sortit, enveloppée dans un peignoir épais, Dante était assis sur le bord du lit. Il avait enfilé une chemise propre, mais il n'avait pas dormi. Il regardait une tablette, le visage éclairé par la lumière bleue. Son expression était terrifiante. « Qu'y a-t-il » demanda Sienna en essuyant ses cheveux mouillés. Dante leva les yeux. La colère dans son regard ne lui était pas destinée, mais elle la brûlait néanmoins. Il retourna la tablette. C'était un fichier vidéo, une séquence en noir et blanc granuleuse, filmée en plongée. Elle montrait le côté du bureau de l'entrepôt. Elle montrait Jimmy pointant son arme. Elle montrait Sienna levant son revolver. Elle montrait le flash de la bouche du canon. Et elle montrait Jimmy tombant. La date indiquée était celle d'il y a 2 heures. « Qui a envoyé ça ?» murmura Sienna, le sang se retirant de son visage. « Luca Moretti. » Dante cracha le nom comme une malédiction. Il avait une caméra de surveillance supplémentaire. Il avait tout vu. Il avait vu Jimmy mourir. Et il n'avait pas levé le petit doigt pour l'aider. « Il a une preuve, » dit Sienna, l'esprit en ébullition. « C'est une accusation de meurtre. Un crime de classe X, 20 ans à perpétuité. Lis le message en dessous, » dit Dante. Sienna regarda le texte sous la vidéo. « Bien joué. Vise une serveuse. J'ai le fichier original. La police ne l'a pas encore. Échange-moi la fille et je le supprime. Garde-la. Et elle ira en prison pour le reste de sa vie. Tu as 24 heures. » LM Sienna fixa les mots. La logique était imparable. « Tu dois me livrer, dit-elle. » Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Dante se leva si vite que la chaise se renversa. « Non, Dante, regarde les chiffres, » protesta-t-elle en élevant la voix. « Si tu me gardes, il diffusera la vidéo. J'irai de toute façon en prison et il utilisera cela pour démanteler ton entreprise. Si tu me livres, tu pourras peut-être négocier. Peut-être qu'il te tuera, rugit Dante. Il ne te livrera pas à la police, Sienna. Il te torturera pour obtenir les codes de cryptage. Puis il te jettera dans un tonneau d'acide. » Il l'attrapa par les épaules et la secoua légèrement. « Je me fiche de l'entreprise. Je me fiche de l'argent. Je ne te vendrai pas. »« Pourquoi ?» pleura-t-elle, les larmes coulant à nouveau sur son visage. « Je ne suis qu'une comptable. Je suis un boulet. C'est un mauvais calcul, Dante. C'est un mauvais calcul de me garder.
Dante la fixa, la poitrine haletante. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il rit, d'un rire sec et amer. « Tu crois que c'est une question de calcul ?» murmura-t-il. Il prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Sienna, dès l'instant où tu as corrigé ma serviette, j'ai su que tu allais me causer des ennuis. Mais ce soir, quand tu as appuyé sur la gâchette, tu ne l'as pas faite pour l'argent. Tu ne l'as pas faite pour toi. Tu l'as faite pour moi. » Il appuya son front contre le sien. « Je ne trahis pas la loyauté, » dit-il avec férocité. « Et je ne trahis pas la seule personne qui m'ait jamais regardé et vu un homme, pas un monstre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « On a 24 heures avant qu'il nous détruise. » Dante embrassa son front. « On part en guerre, mais pas avec des armes. Nous devons lui faire mal. Nous devons trouver quelque chose sur Luca Moretti qui vaut plus qu'une vidéo d'un traître mort. » Il recula, les yeux brillants d'une idée dangereuse. « Tu as réparé mon livre, Sienna. Maintenant, j'ai besoin que tu détruises le sien. » Le soleil se levait sur le domaine, projetant de longues ombres sanglantes sur la pelouse. À l'intérieur de la bibliothèque, l'air était chargé de tension et du bourdonnement des serveurs. Sienna travaillait depuis 6 heures d'affilée. Dante avait convoqué tout son cercle restreint. Des hommes couverts de cicatrices et armés de mitraillettes patrouillaient le périmètre. Mais dans cette pièce, l'arme était un ordinateur portable. « Moretti est de la vieille école », dit Dante en faisant les 100 pas derrière elle. « Garde son argent en espèces, dans l'immobilier et dans des actifs tangibles. Il ne fait pas confiance aux services bancaires numériques. »« Tout le monde fait confiance aux services bancaires numériques, » marmonna Sienna, les yeux rivés sur les lignes de code. Ils ne savent tout simplement pas qu'ils le font. Même l'argent liquide doit être blanchi à un moment donné. Elle cherchait une aiguille dans une botte de foin parmi les sociétés écrans. Elle avait piraté les registres publics des associés connus de Moretti, les recoupant avec les données de Titan Holdings qu'elle avait trouvées plus tôt. « Silas, » dit-elle sans lever les yeux, « apportez-moi à nouveau le dossier sur le fonds de pension syndicale. » Silas déposa un dossier sur le bureau. « Tu penses qu'il escroque les Dockers? »« Non, » répondit Sienna, les doigts volant sur le clavier. « Je pense qu'il leur prête de l'argent. »« Regarde ça, » dit-elle en pointant un graphique sur son écran. Chaque mois, le fonds de pension subit une perte sur les frais de consultation. L'argent va à une société appelée Veritas. Veritas est enregistré à Malte. Mais regardez le conseil d'administration de Veritas. Elle appuya sur une touche. Une liste de noms apparut. « Ils sont tous morts, » dit Dante en lisant l'écran. « Exactement, » dit Sienna. « Des administrateurs fantômes, mais l'adresse IP utilisée pour déposer leur rapport annuel remonte à une ferme de serveurs dans le New Jersey. » Le New Jersey. Dante fronça les sourcils. Moretti n'a pas d'activité dans le New Jersey. C'est le territoire russe. La famille Petro. Sienna cessa de taper. Elle fit pivoter sa chaise. La prise de conscience la frappa comme un coup physique. « Dante, » dit-elle, la voix tremblante d'excitation. « Moretti ne se contente pas de vous combattre. Il emprunte de l'argent aux Russes pour financer la guerre contre vous et il utilise le fonds de pension de l'Union comme garantie. » Dante se figea. Si les Russes découvrent qu'ils utilisent leur territoire pour blanchir l'argent volé aux syndicats, ils ne se contenteront pas de le tuer. Silas finit par esquisser un sourire sinistre. Ils effaceront toute sa lignée de la surface de la Terre. « Mais nous avons besoin de preuves, » dit Sienna. « Je peux voir le flux des transactions, mais j'ai besoin du contrat. J'ai besoin de la signature numérique reliant Moretti à Veritas. »« Où est-elle » demanda Dante. « Elle n'est pas en ligne, » répondit Sienna en se mordant la lèvre. « Elle se trouve sur un disque dur isolé, tout comme le vôtre. » Dante jura. « Nous en revenons donc à l'effraction. »« Non, » dit Sienna en regardant l'horloge. « Il reste 12 heures. Nous n'avons pas besoin de le voler. Nous devons simplement lui faire croire que nous l'avons déjà. » Elle se retourna vers l'ordinateur. « Je peux falsifier une empreinte numérique. Je peux créer un faux journal des transactions qui ressemble à s'y méprendre à une fuite. Si j'envoie cela à la famille Petrov, ils n'attendront pas que la justice le vérifie. Ils s'attaqueront immédiatement à Moretti. « Tu veux déclencher une guerre entre les Moretti et les Russes ?» demanda Dante. « Je veux créer une diversion, » corrigea Sienna. « Pendant que Moretti sera occupé à expliquer aux Russes pourquoi il les vole, il ne se concentrera pas sur nous. Et pendant qu'il sera distrait, nous lui proposerons un échange. » « Quel échange ?»« Il nous donne la vidéo, » dit Sienna d'une voix glaciale. « Et en échange, je n'appuierai pas sur « Envoyer » pour l'email destiné au patron Petro. » Dante la regarda avec un mélange d'admiration et de crainte. Elle avait pris son univers de violence et l'avait transformé en une partie d'échecs où elle contrôlait toutes les pièces. « C'est du bluff, » avertit Dante. « S'il le dit, il ne le fera pas.
dit Sienna avec assurance. Parce que mathématiquement, le risque est trop élevé. Si j'envoie ça, il perd tout. S'il abandonne la vidéo, il ne perdra que son moyen de pression sur moi. Un homme d'affaires intelligent limite ses pertes. Fais-le, dit Dante. La rencontre était prévue sur un terrain neutre, un aérodrome abandonné à l'extérieur de la ville. Il était 23 heures. La pluie fouettait le pare-brise du SUV. Sienna était assise à l'arrière, un ordinateur portable ouvert sur les genoux. Son doigt planait au-dessus de la touche entrée. Dante se tenait dehors sous un parapluie tenu par Silas. De l'autre côté du tarmac, 3 voitures étaient garées. Luca Moretti se tenait dans la lumière des phares, flanqué de 6 hommes. Sienna regardait sur un écran connecté à une caméra fixée au revers de Dante. Elle pouvait tout entendre. « Tu as amené la fille !» cria Moretti par-dessus le bruit de la pluie. C'était un homme âgé, trapu, avec un visage de bulldog. « Elle est dans la voiture !» répondit Dante en criant. « Mais elle est occupée. » « Occupée à faire quoi? »« À prier. » Moretti rit. « Donne-la-moi, Dante. Et les codes, où la vidéo sera envoyée au FBI dans 5 minutes. » « En fait, dit Dante en s'approchant, elle est occupée à rédiger un email à Victor Petro. » Moretti se figea. Le rire s'éteignit instantanément. « Qu'est-ce que tu as dit? »« Elle a découvert Veritus, dit Dante calmement. Elle a découvert le détournement de fonds de pension. Voilà les registres des transactions prêts à être envoyés à Victor. Tu sais comment sont les Russes quand on touche à leur argent. »« Tu mens, siffla Moretti, mais ses yeux se tournèrent nerveusement vers ses hommes. « Sienna, dit Dante dans son micro-cravate, lis-lui le numéro de transaction de mardi dernier. » À l'intérieur de la voiture, Sienna parla clairement dans son casque. Numéro de transaction 009-Alpha-Zulu-44, montant 450 000 $. Numéro de racine se terminant par 882. Dante répéta les chiffres. Le visage de Moretti pâlit sous les phares. Il connaissait ce numéro. Si cet email est envoyé, dit Dante, les Russes seront à votre porte avant que vous ne rentriez chez vous. La seule façon d'empêcher cela est de remettre le disque dur contenant la vidéo et la copie originale. Vous bluffez, ricana Moretti. Tu ne brûlerais pas toute la ville, je ne la brûle pas. Dante sourit. Elle, oui. Le silence s'étira sur le tarmac. La pluie tombait à verse. Moretti regarda Dante. Puis il regarda le SUV noir où Sienna était assise. Il avait l'air d'un homme acculé. « Si je te donne la clé USB, » dit Moretti d'une voix tendue, « tu effaces l'email. Nous effaçons le brouillon, acquiesça Dante, et tu restes hors de mon territoire pour toujours. » Moretti jura bruyamment en donnant un coup de pied dans une flaque d'eau. Il plongea la main dans son manteau. Silas leva immédiatement son arme. Moretti sortit une clé USB, pas une arme. Il la jeta sur le sol mouillé entre eux. « Prends-la, cracha Moretti. Mais dis à ta comptable qu'elle ferait mieux de surveiller ses arrières. Les filles intelligentes meurent jeunes dans cette ville. »« Elle n'est pas seulement comptable, » dit Dante en ramassant la clé USB. « C'est la patronne. » Dante tourna le dos à Moretti, un signe flagrant d'irrespect, et retourna à la voiture. Il ouvrit la porte et s'y glissa, trempé. Il tendit la clé USB à Sienna. « Vérifie, » ordonna-t-il. Sienna le brancha. Ses mains volèrent sur les touches. Elle vérifia le hachage du fichier. C'était l'original. Il n'y avait aucune copie sur le cloud. Moretti était trop vieux jeu pour ça. « C'est vrai, » murmura-t-elle. « On l'a. Supprime-le, » dit Dante. Elle appuya sur « supprimer ». Puis elle vida la corbeille. Ensuite, elle lança un programme de nettoyage pour écraser les secteurs. Il avait disparu. La preuve de son crime s'était évaporée dans l'éther numérique. Elle leva les yeux vers Dante. L'adrénaline retomba, la laissant étourdie. « Ça a marché, » murmura-t-elle. Dante ne sourit pas. Il la regarda avec une expression grave et solennelle. « Tu l'as battu, dit-il. Mais tu sais ce que cela signifie, Sienna. Tu as menacé les Ross. Tu as fait chanter Dawn. Tu es dans le jeu maintenant. Tu ne peux plus retourner servir des tables. Tu ne peux plus retourner à une vie normale. » Sienna regarda par la fenêtre la piste de décollage recouverte de pluie. Elle pensa à son ancien appartement, à ses prêts étudiants, à sa vie invisible. Puis elle regarda l'homme à côté d'elle, l'homme qui l'avait protégée, l'homme qui lui avait permis d'utiliser son esprit comme une arme. Elle réalisa qu'elle ne voulait pas retourner en arrière. « Je sais, » dit-elle en tendant la main pour prendre la sienne. « Je n'aime pas les maths normales de toute façon. C'est trop prévisible. » Dante lui serra la main. « Démarre, » dit-il à Silas. Alors que la voiture s'éloignait, laissant Moretti furieux sous la pluie, Sienna sentit un changement dans l'équation de sa vie. Elle n'était plus une variable. Elle était une constante. Mais alors qu'elle se détendait,
Son ordinateur portable émit un bip signalant l'arrivée d'un nouvel email. Elle fronça les sourcils. Elle n'avait pas ouvert sa boîte de réception. « Qu'y a-t-il » demanda Dante, voyant son visage changer. Sienna cliqua sur le message pour l'ouvrir. Il ne venait pas de Moretti. Il ne venait pas des Russes. Il provenait d'un expéditeur anonyme. L'objet était simplement une date. Le 14 octobre 2018. Son sang se glaça. C'était la date à laquelle son père était mort dans un accident de voiture. Elle ouvrit l'email. Il n'y avait pas de texte, juste une image scannée d'un registre. Un registre de la famille Corvo. Il indiquait un paiement effectué à cette date, les honoraires d'un tueur à gages. Cible, Robert Thorne, son père. Sienna retint son souffle. La voiture filait tranquillement dans la nuit, mais son monde venait de s'écrouler. Elle regarda Dante, qui surveillait la route, sa main toujours enlacée dans la sienne. Il ne savait rien, se dit-elle. Ou peut-être que si. Le calcul venait de devenir incroyablement compliqué. Le silence dans le SUV lancé à toute vitesse était suffocant. Sienna fixait la tablette, le texte lumineux lui brûlant l'âme. 14 octobre 2018. Paiement. 50 000 $. Cible. Robert Thorne. Son père. Arrêtez la voiture, murmura-t-elle. Comme le conducteur ne réagissait pas, elle cria « Arrêtez la voiture !» Dante fit signe à Silas de verrouiller les portes. Sienna se jeta sur Dante, lui frappant la poitrine, sanglotant avec la force de 4 années de chagrin. « Vous l'avez tué. Tu m'as embauché après avoir assassiné mon père. » Dante lui saisit les poignets, le visage sombre mais calme. « Je ne l'ai pas tué, Sienna. C'est mon père qui l'a fait, » expliqua-t-il rapidement. Salvo Corvo, le vieux Don, avait ordonné le meurtre parce que Robert détournait l'argent que Moretti lui extorquait. Dante, alors âgé de seulement 26 ans, avait supplié Salvo de faire preuve de clémence, mais celui-ci avait refusé de laisser des traces. « Je n'ai pas pu empêcher l'ordre », avoua Dante d'une voix rauque, « mais j'ai payé le tueur 2 fois plus cher pour vous épargner, toi et ta mère. Je me suis assuré que cela ressemble à un accident, et je veille sur toi depuis lors. » Il sortit une photo usée d'elle datant d'il y a plusieurs années. « Qui, selon toi, a payé les frais d'hospitalisation de ta mère? Qui a reporté le remboursement de tes prêts étudiants? Je t'ai protégé quand je n'ai pas pu le sauver. » Cette révélation frappa Sienna comme un coup physique. Son père n'était pas un martyr. C'était un joueur qui avait perdu. Et Dante n'était pas le méchant. C'était le gardien qui avait nettoyé le désordre. La voiture s'arrêta devant la maison sécurisée isolée. La pluie avait cessé, laissant le monde propre et net. Dante ouvrit la porte et lui offrit un dernier choix. « Tu peux partir, Sienna. Je te donnerai assez d'argent pour disparaître en Europe. Tu seras libre. » Il fit une pause, ses yeux scrutant les siens avec une intensité brute. « Où tu peux entrer. Nous finirons cela. Nous prendrons la ville, non pas en tant que patron et employé, mais en tant que partenaire. » Sienna regarda sa main, une main qui avait utilisé la violence pour la protéger. Elle pensa à l'excitation que lui procurait cet accord, au pouvoir qu'elle ressentait à ses côtés. La colère s'évapora, remplacée par une froide lucidité. L'équation était enfin équilibrée. Elle prit sa main. « Je ne veux pas de l'Europe, dit-elle en sortant. Je veux réécrire le registre et je veux commencer par dépouiller Moretti de tout ce qu'il possède. » Dante sourit avec une expression dangereuse semblable à celle d'un loup. « Je pense que nous pouvons arranger cette condition, » ajouta-t-elle en supprimant l'email compromettant. « Plus de secrets. Si je suis votre partenaire, je vois tout, le bon, le mauvais et le mort. Tout. » Dante fit le serment. « Ma vie est un livre ouvert pour vous. » Ils marchèrent ensemble vers la maison, la porte se refermant derrière eux. À l'extérieur, Chicago scintillait d'un chaos de variables. Mais à l'intérieur, Sienna et Dante avaient trouvé le seul chiffre qui comptait vraiment. Le génie et le roi. Le calcul était enfin parfait. Et voilà comment une simple erreur mathématique a tout changé pour Sienna. De serveuse à reine de la pègre, elle a prouvé que l'arme la plus dangereuse n'est pas un pistolet, mais un esprit vif. J'espère que vous avez apprécié ces montagnes russes de romance, de trahison et de justice. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Que pensez-vous du choix de Sienna à la fin? Auriez-vous pardonné à Dante? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine histoire.